Lors du partage de l'héritage, mon frère a tout revendiqué. Mais j'ai souri, « Papa, tu n'es pas au courant ?» Les applaudissements ont commencé avant même que la phrase ne soit terminée. Mon frère aîné se tenait au centre de la pièce, le torse bombé, annonçant que nos parents avaient décidé que les 8 maisons de location familiale en Floride lui reviendraient. Et la cadette n'a rien, ajouta-t-il comme si c'était la chute d'une blague. Des rires s'élevèrent. Un cousin siffla. Ma mère essuya une larme de fierté. Mon père se pencha en arrière, comme si la décision était définitive. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement observé la fourchette de mon père s'immobiliser à mi-chemin de sa bouche. Quand le bruit s'est estompé, j'ai souri et j'ai dit, « Papa, avant que vous ne soyez tous trop à l'aise, il y a quelque chose que vous ignorez. » J'ai grandi dans une maison où toute l'attention convergeait toujours vers une seule personne. Mon frère aîné entrait dans une pièce et la conversation changeait, les chaises s'inclinaient, les visages se relevaient. Dès l'enfance, le schéma était établi. Pour ses anniversaires, la table se remplissait de ballons et d'un glaçage assez épais pour tenir les bougies droites. Les miens étaient plus discrets, plus modestes, le genre d'anniversaire où l'on ne se souvenait du gâteau qu'une fois le repas terminé. J'ai appris très tôt que l'attention n'était pas distribuée. Elle était dirigée. À l'école, les professeurs confondaient nos prénoms. Il ne se corrigeait que lorsqu'il riait le premier. Il avait le charme facile, la voix forte, le genre de présence que les adultes récompensaient sans se poser de questions. J'étais l'enfant qui finissait ses exercices en avance, attendait, les mains croisées sur son bureau. Quand j'ai demandé des cours de soutien en mathématiques, mes parents ont dit que l'argent était juste, puis ont acheté un nouvel équipement de sport pour lui la même semaine. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fait ce que je faisais toujours. J'ai enfoui le moment dans le silence et je suis passé à autre chose. Les réunions de famille suivaient le même scénario. Mes réussites se glissaient entre les conversations comme des feuilles volantes. Ces histoires atterrissaient au centre de la table, racontées comme si chacune avait été un tournant pour toute la famille. Un compliment à mon égard venait généralement enrobé d'une comparaison. Responsable, m'appelait-il, indépendante, peu exigeante, comme si c'était des médailles censées compenser l'absence de tout le reste. J'ai appris à exister dans les coins, assez proche pour être compté, assez loin pour être ignoré. Quand j'ai été acceptée dans une université hors de l'État avec une bourse complète, mon père ne m'a pas prise dans ses bras. Il ne m'a pas dit qu'il était fier. Il a juste dit, eh bien, il faut bien que quelqu'un quitte la Floride un jour, comme si mon départ était une commodité logistique plutôt qu'un accomplissement. Ma mère a appelé ça du pragmatisme, disant que de cette façon, je ne serais pas un fardeau. Pendant ce temps, mon frère est resté à la maison, entrant directement dans l'entreprise de location familiale comme si un trône l'attendait. Il était loué pour son aide, même quand cette aide consistait à déposer des chèques de loyer et à s'autoproclamer gestionnaire immobilier. Je suis parti 2 jours après mon 22e anniversaire. J'ai rempli la banquette arrière de ma vieille voiture, j'ai roulé vers le nord jusqu'à ce que Tampa se dissolve dans le rétroviseur. Atlanta, c'était comme de l'oxygène après avoir retenu ma respiration pendant des années. Un petit appartement, un bureau, un travail où les gens écoutaient vraiment quand je parlais. Pas d'ombre auquel me mesurer. Pour la première fois, ma vie n'appartenait qu'à moi. Puis ma grand-mère a appelé. Elle vivait à Saint-Pét dans une maison qui sentait l'air marin et le vieux papier. Elle était la seule personne de notre famille qui m'ait jamais regardé sans le chercher derrière mon épaule. Quand elle m'a demandé de descendre un week-end, je n'ai pas posé de questions. J'ai parcouru la longue autoroute et je suis arrivé pour la trouver attendant sur la véranda grillagée avec 2 dossiers empilés sur la table. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a tendu le premier dossier, des registres de paiement, de dépenses, des lignes qui ne correspondaient pas, des loyers qui disparaissaient, des catégories intitulées « Réparation » sans reçu correspondant. 18 mois de détournement discret des propriétés qu'elle avait passé des décennies à entretenir. Je lui ai donné l'accès parce qu'il disait vouloir apprendre, dit-elle d'une voix ferme. Il s'est avéré qu'il a appris autre chose. Le 2e dossier était plus lourd. À l'intérieur se trouvaient les documents, une fiducie entre vifs la nommant fiduciaire et moi comme successeur, ainsi que des actes déjà préparés pour transférer la propriété au moment où elle signerait. Pas de discours,
pas d'explications émotionnelles, juste sa reconnaissance calme de ce qui devait être fait. Nous avons tout signé le lundi suivant, un notaire assis en face de nous pendant que le ventilateur de plafond cliquetait doucement au-dessus de nos têtes. Une fois terminé, elle a versé 2 petits verres de bourbon et a dit « Maintenant, c'est fait. Souviens-toi, le papier survit aux promesses. » Elle m'a fait jurer de garder le secret. Je l'ai fait. C'est ce jour-là que j'ai compris pleinement et définitivement la place que j'avais toujours occupée dans cette famille et celle qu'elle croyait que je méritais à la place. Après les funérailles de ma grand-mère, la maison semblait vide d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pas silencieuse, juste vidée de la seule personne qui m'ait jamais vue sans comparaison. Je prévoyais de retourner à Atlanta le lendemain matin, mais ma mère a appelé tard ce soir-là, sa voix douce d'une manière qui semblait répéter. « Reste un jour de plus, dit-elle. Nous devons parler des propriétés. » Je savais ce que cela signifiait bien avant d'entrer dans la salle à manger. La table était dressée comme pour une réunion d'affaires. Des tasses de café alignées, des blocs-notes en rang, mon père à la tête de la table, comme s'il présidait quelque chose d'officiel. Mon frère aîné était penché en arrière sur sa chaise, les jambes étendues, tapotant un stylo contre sa paume comme s'il connaissait déjà l'issue. Ma mère planait derrière eux, s'agitant avec des serviettes que personne n'utiliserait. Mon père a poussé une seule feuille de papier vers moi. « C'est juste un simple formulaire, dit-il. Une renonciation. Puisque ton frère a tout géré ici en Floride, il est logique qu'il en assume l'entière responsabilité. Cela évite juste toute confusion à l'avenir. » Je n'y ai pas touché. Pas encore. Ma mère est intervenue rapidement, son sourire crispé. « Ce n'est rien de personnel, ma chérie. Tu construis ta vie à Atlanta. Lui, il est ici. Ça maintient la paix. » Mon frère a finalement parlé, l'impatience perçant à travers sa confiance. « Allez, signe. Pas d'avocat, pas de drame. Faisons ça proprement. » La pièce sentait le vernis au citron et le café éventé. J'ai soulevé le papier avec 2 doigts. 8 adresses de propriété soigneusement listées, une ligne de signature attendant que je m'efface. Personne n'a demandé ce que je pensais. Personne n'a demandé si je voulais quelque chose. Ils ont supposé la même chose qu'ils avaient toujours supposé, que je plierais, que je resterais silencieuse, que je faciliterais les choses. J'ai fait glisser le papier sur la table. Je ne signe pas ça. Les mots n'ont ni monté ni baissé de ton. Ils existaient simplement, assez lourds pour faire basculer l'air. Les sourcils de mon père se sont levés d'un coup. « Ne commence pas », prévint-il du ton qu'il utilisait quand j'étais une adolescente rentrant tard. Les yeux de ma mère se sont embués. Mon frère a ricané à voix basse. Mais je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas défendue. Je ne leur ai rien donné contre quoi pousser. Je me suis juste levée, j'ai pris mes clés et je n'ai rien dit du tout. En me dirigeant vers la porte, mon frère a marmonné, « Elle finira par céder. » J'ai presque souri. Il le croyait vraiment. Je suis retournée à Atlanta la même nuit, les phares traçant un chemin étroit à travers le long tronçon sombre de l'autoroute. L'air à l'intérieur de la voiture semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, comme si les mots que je n'avais pas dits étaient assis sur la banquette arrière. Quand j'ai atteint mon appartement juste après l'aube, la ville était encore silencieuse. Seul le bourdonnement du trafic matinal montait de la rue en contrebas. J'ai posé mes clés sur le comptoir, enlevé mes chaussures et je suis allée directement à la petite étagère de mon salon. Le dossier ignifugé était exactement là où je l'avais laissé, le coin supérieur du dos tourné vers l'extérieur, intact. Je l'ai pris, sentant son poids familier dans mes mains. Je l'ai posé sur la table de la salle à manger, la même table où je passais des nuits à examiner des contrats et des paiements pour mon travail. Cette fois, je l'ai ouvert non pas en tant qu'analyste, mais en tant que quelqu'un se préparant à quelque chose de bien plus personnel. La fiducie d'abord, puis les actes. 8 jeux de pages enregistrées, chacune avec le sceau du comté pressé dans le coin. Je les ai étalés un par un, formant une grille précise sur la table. Le papier était froid contre mes doigts. Organisé, final. La pièce semblait immobile, comme si elle comprenait ce que j'étais sur le point de faire. J'ai allumé mon ordinateur portable, ouvert une feuille de calcul vierge et commencé à taper,
des colonnes pour les adresses, des colonnes pour les dates de signature, des colonnes pour les numéros d'enregistrement, des colonnes pour les paiements des locataires les propres, et ceux qui ne correspondaient pas. Je ne constituais pas un dossier. Je ne me préparais pas à un combat. Je ne faisais qu'organiser des faits dans un langage que je connaissais mieux que n'importe quelle conversation que ma famille m'avait jamais forcé à subir. La conversation de groupe de la maison n'arrêtait pas d'illuminer mon téléphone. D'abord, un flot de messages de ma mère, tous des variations de « gardons la paix ». Puis, un texto de mon père, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent. Puis, de mon frère, grandis un peu. J'ai mis le fil en sourdine et j'ai continué à travailler, imprimant, classant, étiquetant, glissant chaque document dans une nouvelle pochette. Je bougeais à un rythme calme, celui qui venait naturellement quand je sentais de nouveau le sol sous mes pieds. Pas de tremblement, pas de précipitation, juste le clic régulier des touches et le faible vrombissement de l'imprimante. Dehors, la ville s'illuminait. Des gens promenaient leurs chiens sur le trottoir. Des cafés ouvraient, des moteurs de voitures démarraient. La vie continuait sans savoir que la mienne se pliait en une forme que je préparais depuis 2 ans. Dans l'après-midi, je suis sortie sur le balcon. Le vent portait la faible odeur de café torréfié du café d'en bas. La silhouette des gratte-ciel scintillait dans la chaleur, des bâtiments empilés comme des classeurs contre le bleu. J'ai tenu la rampe, regardé la ville respirer et laissé le poids de la matinée s'installer. La voix de ma grand-mère s'est glissée dans le silence comme le font les souvenirs quand le monde ralentit. Pas émotive, pas fragile, juste stable comme une vérité dite par quelqu'un qui n'a jamais eu besoin d'élever la voix. Le papier survit aux promesses. Je suis retournée à l'intérieur, j'ai sorti ma valise du placard et je l'ai posée ouverte sur le tapis du salon. La fermeture éclair a résonné doucement en s'étirant sur le cadre. J'ai d'abord placé les actes à l'intérieur, puis la fiducie, puis les copies des paiements et des rapports que j'avais imprimés au cours des 2 dernières heures. J'ai ajouté une clé USB avec des scans numériques, tout aligné, tout exact. La valise n'était pas pleine, mais elle semblait assez pleine. J'ai ensuite emballé des vêtements simples, neutres, rien qui ne se démarquerait dans une pièce bondée. Puis une paire de talons bas, le genre que je portais pour les visites de propriété. Puis mon chemisier préféré, celui au col impeccable qui se tenait toujours bien sous un blazer. J'ai zippé partiellement la valise, laissant un petit espace en haut. Le son a cliqué dans la pièce comme un marqueur dans le temps. Le soir est tombé. L'appartement brillait de l'or tamisé du coucher de soleil. J'ai préparé du thé, je me suis assise sur le canapé et j'ai laissé la vapeur réchauffer l'espace autour de moi. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai pas relu les documents. Ce n'était pas nécessaire. Tout ce qui comptait avait déjà été signé des années plus tôt. Vers 22 heures, je me suis levée et j'ai complètement fermé la valise. Le clic a résonné plus fort cette fois. Le lendemain matin, j'ai chargé la valise dans le coffre de ma voiture. La ville se réveillait à peine, les navetteurs se dépêchant au passage piéton. La ligne d'horizon était baignée d'une pâle lumière pêche. Je me suis engagée sur l'autoroute en direction du sud. Le trajet était devenu un réflexe, les bornes kilométriques défilant comme de silencieuses assurances. Avec chaque heure que je laissais derrière moi, le bruit de ma famille semblait plus lointain. Leurs attentes, leurs pressions, leur conviction que le silence signifiait la reddition. En début d'après-midi, des palmiers bordaient l'autoroute. L'air est devenu plus chaud, plus épais, familier comme le sont les maisons d'enfance, même après les avoir dépassées. Je pouvais presque voir le Porsche de ma grand-mère, entendre le grincement de son rocking chair, le doux cliquetis de son ventilateur de plafond alors qu'elle signait son nom sur les actes que je ramenais maintenant avec moi. Quand je me suis arrêtée à une station-service à la périphérie de Tampa, j'ai ouvert le coffre pour vérifier la valise. Elle était là où je l'avais laissée, la poignée droite, les documents installés à l'intérieur comme une vérité chargée, attendant d'être exposée. J'ai refermé doucement le coffre. De retour sur la route, je n'ai rien répété. Je n'ai planifié aucun discours, aucune confrontation. Ma partie était déjà jouée. Le système s'occuperait du reste. Les signatures, les sceaux, les dates. C'était ma voix. C'était ma réponse.
La lumière de fin d'après-midi brûlait sur l'autoroute alors que j'approchais de la sortie du quartier de ma famille. J'ai ralenti, tourné dans la rue familière et senti le calme s'installer de nouveau sur moi. Le même calme que j'avais ressenti en signant les papiers avec ma grand-mère 2 ans plus tôt. Cette fois, je ne revenais pas pour adoucir quoi que ce soit. Je revenais pour y mettre fin. Quand je suis arrivée à la maison, des voitures bordaient déjà la rue. Des parents que je reconnaissais à peine se tenaient en groupe sur la pelouse, un verre à la main, parlant comme si l'avenir avait déjà été imprimé et encadré. À travers les fenêtres, je pouvais voir des décorations accrochées dans le salon, des bannières, des fleurs, des brochures étalées sur la table comme si elles appartenaient à un nouvel empire. Mon frère aîné était au centre de tout cela, riant trop fort, racontant la même histoire de sa prise en main pour la famille. Mes parents planaient à proximité, hochant la tête avec fierté, absorbant chaque compliment comme s'il leur était destiné. J'ai franchi la porte sans m'annoncer. La conversation a baissé d'un ton pendant 1 seconde, puis a repris, supposant que j'étais simplement en retard pour applaudir. J'ai posé ma valise à côté du canapé, droite, visible. Quelques personnes y ont jeté un coup d'œil, puis à moi, et ont rapidement détourné le regard. Mon frère a de nouveau tapoté son verre, le même geste que plus tôt dans la semaine. La pièce s'est tournée vers lui, les voix s'adoucissant dans l'attente. « Je veux juste remercier tout le monde, commença-t-il, pour votre soutien dans ce nouveau chapitre. Maman et papa m'ont confié nos 8 locations, et je promets que je vais. » Le reste de sa phrase s'est dissous sous un nouveau son. Le roulement doux et régulier des roulettes de ma valise sur le parquet. La pièce s'est tue, la curiosité remplaçant la célébration. Je me suis arrêtée à la table centrale, j'ai ouvert les loquets et j'ai soulevé le couvercle. À l'intérieur, les documents étaient en parfait ordre. J'ai posé le premier acte sur la table. Puis le deuxième, puis le troisième. 8 au total. Chacun tamponné, enregistré, signé des années auparavant. Chacun une vérité silencieuse attendant d'être entendue. La fiducie est venue en dernier. Épaisse, lisse, sans équivoque. Je l'ai posée sur le dessus de la pile. Mon père s'est avancé, son visage perdant toute couleur. « Cheryl, qu'est-ce que c'est ?» Je ne l'ai pas regardé. J'ai juste légèrement bougé pour que l'avocat de la famille, arrivé quelques minutes plus tôt pour célébrer, ait une vue dégagée. Il s'est approché, ajustant ses lunettes, lisant l'en-tête, les signatures, les dates. « Ceux-ci sont enregistrés, dit-il, sa voix devenant plate, officielle. Les 8 propriétés ont été transférées dans une fiducie entre vifs il y a 2 ans, et elle, il a hoché la tête vers moi, est la successeur légale. » La voix de mon frère s'est brisée avant de s'élever. « Quoi ? Non. Non. De quoi tu parles ? » Elle devait me revenir. L'avocat n'a pas élevé le ton. Elles n'appartenaient plus à votre grand-mère pour qu'elle puisse les donner. Elles sont sous sa fiducie et sa successeur choisie depuis que les documents ont été signés et notariés. Mon frère a saisi l'un des actes, tournant les pages comme si une fin différente allait apparaître entre elles. C'est un faux. Ce n'est pas le cas, a répondu l'avocat. J'ai notarié des documents similaires pour elle moi-même. Tout ici est cohérent. Une chaise a grincé. Quelqu'un a inhalé brusquement. Quelque part à l'arrière, un cousin a chuchoté un petit « oh » stupéfait. Puis, du couloir, une voix que je n'avais pas entendue de tout l'après-midi. Mon jeune frère s'est avancé. Le silencieux, celui que tout le monde oubliait dans la pièce. Je l'ai conduite chez le notaire, dit-il doucement. Elle m'a demandé de ne le dire à personne. Elle a dit que Cheryl comprendrait. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père s'est effondré sur une chaise comme si le poids de la dernière décennie s'était finalement abattu sur ses épaules. Mon frère aîné fixait les documents, la poitrine haletante, attendant que quelqu'un le sauve. Personne ne l'a fait. La pièce est restée parfaitement immobile. Le seul son était le faible bourdonnement de la climatisation alors que la vérité s'installait sur tout le monde comme une porte qui se ferme. Je suis retourné à Atlanta avant le lever du soleil le lendemain matin. Les routes étaient vides, le ciel encore incolore, le genre de silence qui semble n'appartenir à personne.
Ma valise était sur la banquette arrière, les documents à l'intérieur, n'étant plus lourds, simplement à leur place, comme quelque chose qui était enfin retourné là où il appartenait. Quand j'ai atteint mon appartement, la ville se réveillait. Des lumières s'allumaient aux fenêtres des gratte-ciel. Quelqu'un promenait un chien de l'autre côté de la rue. Le monde continuait de tourner, ignorant que le mien venait de prendre une forme plus simple. J'ai placé la valise dans le coin, ne l'ouvrant que le temps de sortir le dossier ignifugé. Je l'ai posé sur l'étagère la plus haute, là où la lumière du soleil ne l'atteindrait pas et où les mains de personne d'autre ne le feraient jamais. Le clic de l'étagère qui se remettait en place a sonné comme une ponctuation silencieuse. Plus tard, je suis sorti sur le balcon avec une tasse de café. Mi-Dawn s'étendait sous moi. Le bourdonnement du trafic, des voix faibles, une brise effleurant les bords de la balustrade. Pour la première fois depuis longtemps, mon téléphone n'a pas vibré de demande, de culpabilité ou d'explication déguisée en inquiétude. Pas de message de mes parents, pas de nouvelles conversations de groupe, rien ne me tirant en arrière. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas vengée. Ce que je ressentais, c'était de l'espace. Propre, inoccupé, enfin à moi. J'ai pensé à ma grand-mère alors. Pas à sa voix, pas à ses avertissements, juste à son regard. Le jour où nous avons tout signé, la fermeté dans ses yeux, la certitude. Elle ne m'avait pas donné un fardeau. Elle m'avait donné la permission. Derrière moi, l'appartement restait immobile. La lumière du matin dérivant sur le parquet. Devant moi, la ville continuait de se déployer, et pour la première fois, je ne ressentais pas le besoin de revenir en arrière. Certaines vérités n'ont pas besoin d'être débattues. Elles s'installent simplement, comme du papier s'installe dans un dossier. Silencieuses, précises, indéniables. J'ai appris que les limites ne sont pas bruyantes. Ce sont les portes que l'on ferme sans explication. Les signatures que l'on n'annonce pas. Le silence que l'on choisit parce qu'il nous appartient enfin. Ma famille continue de chercher la version de moi qui pliait, qui s'effaçait, qui restait petite. Elle est partie. Ce qui reste, c'est la vie que j'ai construite au moment où j'ai cessé d'attendre leur permission. Si des histoires comme celle-ci vous marquent, restez à l'écoute. Il y a d'autres vérités qui méritent d'être entendues.